c'est un plaisir pour moi de vous accueillir ici dans cette salle pour une heure avec Henri van de Velde et Priska Schmückle von Minkwitz, qui est une historienne de l'architecture, une grande spécialiste de cet architecte de la réinvention de la modernité au début du XXe siècle. Donc, ça fait de très longues années que Priska Schmückle von Minkwitz se consacre à l'étude de cet architecte. Donc, une de ses premières missions était la coordination d'un conseil scientifique pour la restauration de la Villa Esche à Chemnitz, qui était la première commande architecturale de Van de Velde en Allemagne. Et ensuite, elle a été consécutivement la secrétaire générale de la société Henri van de Velde de la Saxe, en fait, en Allemagne, puis membre du conseil de la société Henri van de Velde à Hagen, et ensuite membre fondateur de l'association Fonds Henri van de Velde à Bruxelles. Elle exerce une activité de chercheuse indépendante, elle prépare une thèse de doctorat sur Van de Velde, mais elle conseille surtout aussi des projets de restauration ou de mise en valeur du patrimoine bâti. Et donc, en ce moment, depuis quelques années, et je pense qu'elle va vous en parler, elle conseille actuellement la restauration et l'ouverture au public du Blumenwerf, qui est la première maison personnelle de Van de Velde à Uccle, près de Bruxelles, enfin dans la banlieue bruxelloise. C'est un plaisir pour moi d'accueillir Priska personnellement, puisque je l'ai rencontrée il y a une quinzaine d'années autour d'un projet qu'on a eu au Centre allemand d'histoire de l'art à Paris sur le comte Harry Kessler. Le comte Harry Kessler, vous le savez peut-être, a tenu un énorme journal où il s'est intéressé pour l'art et l'architecture et les artistes de son temps, et notamment pour la France, pour la Belgique. C'est lui qui a fait venir Henri van de Velde en Allemagne. Il lui a confié l'aménagement de son premier appartement à Berlin. Ensuite, il l'a fait venir à Weimar, où Van de Velde a pu jouer un grand rôle. Et donc, du coup, c'est pour moi un grand plaisir de pouvoir aujourd'hui introduire sa conférence. Merci. Merci beaucoup, Julia. Je suis ravie de pouvoir vous parler de Henri van de Velde ici. Merci pour cette introduction à la fois amicale et très professionnelle. C'est rare qu'on prononce mon nom aussi bien en France. Ça fait plaisir de temps en temps. Voilà, j'allais vous poser cette question parce que Julia avait parlé sans micro. Donc, comme ça, oui ? Ouais, très bien. Donc, je commence tout de suite avec une citation. Lautrec et son ami Maurice Joyand, invités à déjeuner chez Van de Velde, furent charmés et émerveillés de sa maison où rien n'était laissé au hasard. Tout s'y trouvait en harmonie, meubles, lumière, vêtements des hôtes, mets de certains tons, servis dans des plats de couleurs complémentaires. Et de ce voyage, Lautrec rapporta sous le bras un tapis de Lemmen et des poteries de Finch, sans oublier quelques bouteilles de genièvre et de gueuses lambic. Ainsi est décrite la visite de Henri Toulouse-Lautrec au Blumenwerf dans la préface du catalogue de son exposition monographique de 1947. Donc on n'est pas trop loin de la mort de Lautrec. Mais un autre biographe, Gotthard Diedlicker, quelques années avant, en 1943, avait lui rapporté que Lautrec avait en effet trouvé cette maison inouïe, mais probablement trop sobre à son goût. En la quittant, il aurait dit à son compagnon de voyage, Maurice Joyand, « On a envie de la tente de Ménélique, avec des peaux de lion, des plumes d'autruche, des femmes nues avec de l'or et du rouge, des girafes et des éléphants. » Cette visite date plus ou moins de 2-3 mois après l'inauguration de la fameuse galerie L'Art Nouveau à
à Paris en décembre 1895. Et les artistes qui entouraient Van de Velde et qui entouraient Samuel Bing à cette époque-là ont été très nombreux à rendre visite au Blumenwerf. On en parlait beaucoup. Nous ne saurons probablement jamais ce que finalement Lautrec a vraiment pensé du Blumenwerf, mais comme on le lit dans tous les autres témoignages, cette maison suscite énormément d'étonnement. À partir des années 30, alors 1930, alors que la famille Van de Velde a en fait quitté la maison depuis très longtemps, les historiens de l'art et de l'architecture la comprennent d'ailleurs comme un jalon essentiel entre les précurseurs Arts and Crafts et l'architecture moderne. Donc un moment de passage très très important entre les influences anglaises Arts and Crafts et la modernité continentale qui commence par l'art nouveau et devient l'art et l'architecture moderne. En particulier, il faut citer Siegfried Giedion, qui, au début des années 40, dans son ouvrage absolument majeur, Space, Time and Architecture, met en avant le Blumenwerf comme une révolte morale contre le mensonge de forme et comme un facteur essentiel du tournant de l'architecture vers la conception rationnelle. Cette consécration du Blumenwerf comme un moment essentiel de la naissance de l'architecture moderne a été ensuite très souvent reprise par les générations suivantes. Pourtant, Giedion n'avait certainement pas visité le Blumenwerf à cette époque. La famille Van de Velde l'avait déjà quitté en 1900 et n'y est jamais retournée elle-même. Ces mots semblent d'ailleurs, les mots de Giedion semblent d'ailleurs plutôt sortis de la bouche de Van de Velde. Conception rationnelle, ça c'est un mot très très important, c'est celui qui prend germe à ce moment-là, au moment de la conception du Blumenwerf. Et des historiens de l'architecture suivants ont souvent d'ailleurs le malheur de reproduire des faux plans du Blumenwerf, puisque eux aussi ne peuvent pas accéder à cette maison. De fait, cette maison ne resta entre les mains que de 4 familles pendant ces plus de 100 ans, et la dernière l'habita depuis 1950 jusqu'en 2016. Et dans toute cette période, c'était une maison de famille. Et d'ailleurs, le classement comme monument et du jardin comme site, en 1983, n'aida pas beaucoup à ouvrir cette maison véritablement à la recherche. Ce n'est que suite à un très récent changement de propriétaire que peut être entrepris avec le soutien de la région de Bruxelles-Capitale, une toute première étude approfondie de cet édifice. 5 générations donc, après la visite de Lautrec, nous en sommes là. Enfin, nous avons la possibilité de découvrir la maison. Là, je vous ai mis une photo noir et blanc historique et j'ai mis en couleur l'affiche de Lautrec qui était là, donc en noir et blanc, je l'ai collé dedans, et puis un tableau de Signac pour vous montrer qu'il y a vraiment un lien avec Lautrec. La première chose évidemment très intéressante à découvrir sont les couleurs très très importantes pour cette maison et très originales pour l'époque. Mais surtout, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, des grandes originalités constructives qui sont, au regard des enjeux actuels, climatiques et sur la construction de l'habitat, extrêmement intéressants. Donc après un bref exposé du contexte de la création du Blumenwerf, je vais vous présenter ses particularités constructives et nous verrons si on pourrait imaginer qu'à l'avenir, cet exemple puisse avoir un impact. Voici encore un petit peu pour les couleurs. Couleurs qui sont évidemment très importantes puisque Henri Van de Velde et sa femme Maria sont tous les deux peintres à cette époque-là.
Il a une trentaine d'années et il a déjà beaucoup de succès comme peintre. Il est très établi dans le groupe des Vins. Ce que vous voyez en bas à droite est un dessin qu'il dit dessin abstrait, ornemental, végétal. Et c'est la toute dernière peinture. C'est une gouache, mais c'est la toute dernière peinture qu'on connaît de lui. Après ça, après 1893, il n'y a plus que quelques esquisses dont on est d'ailleurs même pas sûr si elles ne sont pas de la main de sa femme. Plutôt des observations de la nature d'ailleurs que des véritables créations, des esquisses, des observations de la nature. Et c'est dans ce cercle des vins que justement Henri van de Velde rencontre Maria Seth, qui est aussi élève et amie du peintre néo-impressionniste Theo van Rijsselberghe. À l'heure de leur mariage, en 1894, ici vous voyez aussi de nouveau cette dernière gouache dont je vous ai parlé. On la voit à la fois contre le mur à droite de la fenêtre dans le Blumenwerf, dans l'atelier, et on la voit devant Henri van de Velde en 1952 dans une exposition. C'est une gouache qu'il porte avec lui longtemps. Et donc c'est dans ce cercle des vins que Henri van de Velde rencontre Maria Seth, sa future femme. À l'heure de ce mariage, il a définitivement abandonné la peinture en 1894. Maria était issue d'une famille mélomane dont la fortune provenait de l'industrie textile. Avec ses deux sœurs, elle improvisait des soirées musicales dans la villa familiale où se réunissaient, outre les artistes, des écrivains et des poètes. Theo van Rijsselberghe réalisa trois grands portraits des sœurs. Celui de Maria tiendra une place prépondérante dans toutes les maisons du couple. On dit aussi qu'Irma, la plus jeune, la violoniste, avait été plus que l'élève de Jeanne Isaïe. L'aînée, Alice, épousa le sculpteur Paul Dubois. C'est pourquoi je vous ai mis aussi cette sculpture. Là où c'est assez amusant, c'est qu'elle porte exactement les mêmes vêtements que sur la peinture de Theo van Rijsselberghe, qui est quand même un petit peu plus ancienne. Et puis, l'autre particularité, c'est qu'elle est assise sur une chaise, qui est plutôt assez rare pour une sculpture monumentale comme ça. Et voici la maison dans laquelle Maria Seth vit à cette époque-là. C'est une maison qui a été construite en 1888, aussi donc à Uccle, en fait, juste en face de là où sera construit le Blumenwerf. C'est la maison du couple des parents, qui est construite dans un style pittoresque mais sobre, mêlant à la fois tradition et modernité. Ces deux cartes postales vous montrent aussi qu'on est dans un milieu quand même très très rural, qui aujourd'hui est extrêmement loti, mais il faut vraiment comprendre le Blumenwerf comme une maison en bordure de ville à la campagne. Une fois veuve, Louise VII accueillit Maria et Henri van de Velde dans cette maison. Et pendant les années qui suivirent le décès de cet époux, en 1893, Louis VII acheta dans Bruxelles plusieurs terrains pour y faire construire des maisons pour ses enfants, dont une pour elle-même, qui sera à côté du Blumenwerf. C'est celle dont on voit la cheminée à gauche de la carte postale de droite. Et elle fit appel pour le Blumenwerf, apparemment, au même entrepreneur que pour sa maison de 1888. À la différence de la plupart des femmes, selon Henri van de Velde, elle savait lire un plan. Au moment de leur rencontre, Henri van de Velde et Maria Seth partageaient leur engouement pour le mouvement Arts and Crafts. C'est un peu à travers elle et aussi à travers son ami William Finch que Van de Velde découvre le mouvement Arts and Crafts et les précurseurs anglais. Maria Seth avait passé sa jeunesse à Uccle, mais elle était née à Paris, de père hollandais et de mère allemande. Elle parlait en fait ces trois langues
ainsi que l'anglais. Et elle avait fait un long séjour en Angleterre, duquel elle avait rapporté énormément d'échantillons des productions Arts and Crafts, et qui servirent à la mise en œuvre des premiers aménagements conçus, signés par Henri van de Velde, mais auxquels très certainement elle participa. D'ailleurs, pendant les premières années, avant qu'ils ne se mettent au dessin de leur propre papier peint, ils sont les représentants des deux firmes Morris & Co. Et Essex & Co. À Bruxelles. Dans la chronologie de la maison moderne, le Blumenwerf est souvent décrit comme une suite logique et continentale de la Red House de Philip Webb, qui avait été édifiée en 1859 pour William Morris. Cette maison devait marquer les esprits parce qu'elle affirmait franchement sa ruralité, sa simplicité et un parti s'adressant à des citadins souhaitant vivre à la campagne. Les véritables points communs des deux maisons sont en réalité le programme et son approche. Celle propre au domestic revival, plébiscitée par Webb et Richard Norman Shaw, puis par Charles Voysey. Soit une habitation à la campagne, peu architecturée, solide, vaste, mais en aucun cas représentative. Le tout conçu comme une œuvre d'art totale jusqu'aux objets les plus simples du quotidien. Ces préceptes avaient été rassemblés dans cet article que je vous présente là, par Baillie Scott, An Ideal of the Suburban House, publié dans la revue de Studio en 1895. Selon Baillie Scott, les éléments clés de cet idéal sont la sobriété, l'économie de l'ornement, le confort, les cloisons mobiles permettant une circulation libre et le hall comme espace de vie de la famille au centre de la maison. Avec le Blumenwerf, Van de Velde se positionne clairement comme suiveur de ce programme. Mais s'en émancipe sur deux points fondamentaux. Il renonce à copier les styles du Moyen-Âge et la maison, œuvre d'art total, sera conçue, comme chez Horta, entièrement par une seule plume, la sienne, et non par un groupe comme chez les Anglais. À aucun endroit, Van de Velde ne fait directement référence à une source d'inspiration britannique. Mais je pense que cette maison de Voysey, qui s'appelle la Walnut Tree Farm ou maison Cazalet, est de toute évidence une source très importante pour Henri van de Velde. Vous remarquerez évidemment les pignons qui sont là, au nombre de 4, mais qui rythment la façade principale de la même manière que le Blumenwerf. Vous remarquerez des détails très amusants comme les grands tonneaux verts qui accueillent les eaux de pluie, à droite et à gauche du porche, qui lui aussi ressemble beaucoup au porche du Blumenwerf. Et puis, on a chez Voysey aussi des éléments qui ressemblent énormément à ce petit oriel qui se trouve au premier étage de la façade ouest, au premier étage de la façade ouest du Blumenwerf, qui n'a absolument aucune fonction, qui est même plutôt assez étrange dans la pièce et qui n'a véritablement qu'une fonction décorative de l'extérieur. Aussi, le plan, même s'il a un côté ramassé et très très différent, je vous invite à imaginer que vous enlevez le grand atelier qui se trouve à droite du plan de Van de Velde, puisque je l'ai un peu tourné. Donc le sud est par ici. Et donc vous enlevez le grand carré qui est à droite. Et à ce moment-là, on a de nouveau un peu un L, comme chez Voysey.
Et surtout, on a ce que Voisy appelle le morning room, qui chez Van de Velde est le séjour salle à manger. Et juste derrière la cuisine, donc dans les deux cas, pas une cuisine en souterrain. Et le principe du hall central, chez Van de Velde, est vraiment rejeté au cœur de la maison, mais il est ce qui est le living room chez Voisy. Par contre, l'escalier, lui, est caché chez Voisy et vous verrez un rôle très important comme espace de circulation et du regard chez Van de Velde au Blumenwerf. Voilà, je vous montre enfin une petite vue contemporaine, on va dire. On est pré-travaux ici, avec donc une maison qui manque un peu de couleur. Et je vous ai mis un plan qui date des années 70, qu'avait fait l'architecte Guido Stegen, qui est aujourd'hui l'architecte en charge de la restauration du bâtiment, et que je trouve sympathique parce qu'il avait, à l'époque de ses études, déjà travaillé sur le Blumenwerf et donc mis le mobilier tel qu'il avait été installé. Donc vous pouvez un peu mieux peut-être comprendre la façon dont on vivait au Blumenwerf. Au-delà du retour justement du retour à la nature et à ce culte de la beauté, Van de Velde fut particulièrement attiré par les idées socialistes de William Morris. Lui aussi rêvait d'une société meilleure grâce à une diffusion de la beauté généralisée et égalitaire. Aussi, la vie et les espaces dans le Blumenwerf furent conçus en réunion et en interconnexion des espaces de la vie privée et de la vie publique, sans frontières entre vie domestique et travail, ni entre vie des employés et vie des maîtres. La seule chambre de l'employé de maison se trouve exactement en haut de l'escalier que vous voyez en face du palier. En fait, la lumière qui vient de l'est, qui vient de là-haut, c'est la chambre de l'employé de maison. Donc on y arrive, vraiment, on est en cœur de maison. Et on sait que... je vous cite maintenant la description de la vie de Van de Velde dans son récit. En somme, toutes les pièces de la maison participaient à une même unité. Une pareille disposition peut ne pas convenir à tout le monde, mais répondait parfaitement à nos intentions et à nos désirs de participer à la vie de la maison. Cette disposition ne constitua une gêne ni pour nous, ni pour nos invités. La cuisine est au même niveau que les pièces maîtresses, je vous l'ai dit. C'est aussi une pièce de vie pour la famille. On sait qu'on y prenait les collations du matin, mais aussi celles du midi, après avoir fait un bain. Il y avait dans cette maison déjà de l'eau courante, ce qui est tout à fait inhabituel. Mais cette eau courante n'est évidemment pas une eau de la ville, c'est une eau qui vient d'un grand réservoir d'eau de pluie qui se trouvait au premier étage de la maison. Et des water closets aussi, très rares à cette époque-là, surtout à la campagne. Seul le repas du soir, en fait, donc là maintenant c'est la vie, c'est le travail. Donc on a l'atelier qui est au fond, qui est en lien direct avec le hall, où se trouve le piano de Maria. Et le repas du soir, en fait, était pris dans le séjour salle à manger, que j'ai l'impression d'avoir oublié de vous mettre, je pense qu'on le verra après, qui se trouve juste derrière cette fenêtre de la cuisine. Donc il y avait un système de passe-plat, la maîtresse de maison cuisinait elle-même, et il n'était pas question de faire un grand ramdam de service. Les plats étaient passés par la fenêtre entre cuisine et séjour salle à manger. On sait tout ça d'un témoignage du critique d'art Julius Mayer-Greffe, qui a été un grand défenseur d'Henri Van de Velde, qui fit au moins un très long séjour dans cette maison et en décrivit le mode de vie. Maria, ici, ouvre un portillon qui donne accès à la cave. La cave est une cave, vous l'avez peut-être compris sur les élévations, est une cave semi-enterrée, donc aussi un petit peu à l'anglaise, avec des fenêtres en cour anglaise.
qui comprend des ateliers très vastes. Ce sont des caves avec des hauteurs de plafond qui sont supérieures à 3 mètres, qui sont extrêmement saines, et les travaux un petit peu plus lourds, dont des travaux du métaux, se faisaient dans cette cave. Donc il y avait une circulation extrêmement fréquente entre cette cave, entre cet atelier que vous voyez là, et la cuisine qui se trouve dans l'axe de l'escalier de la cave, et l'extérieur, auquel on accède directement depuis la cuisine. Donc évidemment, les collations du midi se faisaient plutôt à l'extérieur, tant que possible. Outre l'apparence même du Blumenwerf, qui détonne de tout ce qui est conventionnel ou à la mode dans le Bruxelles de cette époque, ce sont les particularités constructives dont je veux vous parler aujourd'hui. Il faut... ici, je vous ai mis 2-3 petites comparaisons avec Horta, qui sont plutôt parlantes. Et ici, enfin, le séjour salle à manger, dont j'ai vraiment visiblement oublié de vous mettre la photo. Je m'en excuse. Mais vous voyez là la fenêtre qui mène à la cuisine. Il faut rappeler donc que ce couple n'est absolument pas formé en architecture ni en technique de la construction et qu'ils n'ont aucune expérience dans ce domaine lorsqu'ils décident de dessiner le Blumenwerf. En très grande partie, ils doivent s'en remettre à l'entrepreneur, qui est donc celui qui avait déjà construit la maison des parents Seth. On ne connaît pas son identité et on lit dans les mémoires de Van de Velde que ce dernier ne se serait plié aux caprices du couple que pour conserver la fortunée cliente, elle-même totalement loyale vis-à-vis de ses enfants. Je cite, « Au fur et à mesure que montaient les murs de la maison, sa mauvaise humeur et son inquiétude augmentaient, celle de l'entrepreneur. Les premiers murmures et les premières marques d'étonnement se manifestaient dans le voisinage. Je fus d'autant plus reconnaissant envers Madame Louise VII qu'elle ne se laissa pas ébranler par les bonnes raisons de son entrepreneur. Depuis que des artistes novateurs fréquentaient assidûment sa maison, elle avait appris à ne plus croire en l'infaillibilité des dogmes. S'il est avéré que les 2 vecteurs essentiels de la construction du Blumenwerf sont l'argent de Madame Seth et l'entrepreneur, on ignore tout des outils qui servirent à son dessin, car les mémoires à ce sujet sont muettes. Dans ses mémoires, il exprima ses aspirations. Nous nous imaginions pouvoir préserver nos enfants et défendre ce foyer né de notre union qu'à la suite de la mort de notre premier enfant. Le destin exigeait de moi que je l'édifiât contre tous les virus qui pourraient menacer la vie des autres enfants que nous espérions voir grandir dans ce foyer, mais aussi contre celui de la laideur. Donc au départ, le dessin du Blumenwerf répondait à une nécessité artistique. Mais en juin 1895, survint un profond besoin de surmonter le décès prématuré de cet enfant, puis un souci d'hygiénisme dont j'ai découvert une preuve dans la bibliothèque conservée d'Henri Van de Velde. C'est absolument le seul livre de cette époque qui ait pu servir à la construction dans cette bibliothèque. Il s'agit des maisons d'habitation, leur construction et leur aménagement selon les règles d'hygiène. L'auteur de cet ouvrage, William Henry Caulfield, avait publié une conférence sur ce sujet et en 1880, sa traduction en français parut à Paris. La conférence date de 1880 et la traduction française en 1889 à Paris, dans la série Petite bibliothèque médicale. Dans le droit fil de la conception rationnelle qu'il commençait alors à défendre, Van de Velde s'était intéressé aux principes constructifs et aux innovations techniques proposées par cet auteur, de toute évidence, à la fois à l'hygiène du bâti et au confort, quitte à s'écarter des mises en œuvre traditionnelles à l'époque à Bruxelles. À titre d'exemple, je vous ai sorti un petit élément concernant les fenêtres, et je vous montrerai après les photos. Les fenêtres à guillotine
et les fenêtres à bascule, qui sont mises en œuvre au Blumenwerf, sont particulièrement intéressantes pour une maîtrise fine de l'aération et de l'assainissement de l'air à l'intérieur de la maison. Les voici. Les fenêtres à bascule dans l'atelier, sur la façade nord, au rez-de-chaussée, et les fenêtres à guillotine au premier étage, sur la façade sud. Donc en plus avec une vraie logique dans le sens de l'air qui traversera cette maison. Les autres fenêtres ne sont pas des fenêtres à bascule ou des fenêtres à guillotine, sont des fenêtres à double vantaux, comme on en voit partout à Bruxelles à cette époque-là. Très intéressant aussi, et plutôt inhabituel, le poêle à combustion lente, qu'on trouve également dans l'ouvrage de Corfield, qui se trouve, vous le voyez un petit peu à droite de l'escalier, collé à une sorte d'aménagement en carrelage de faïence, qui fait comme une proéminence dans le hall, et qui se trouve donc vraiment complètement au cœur de la maison. Ce qui est amusant, c'est que cette cheminée n'est pas du tout dessinée initialement dans la maison, il n'y a même pas rien de prévu à cet endroit-là. Et c'est pas encore prouvé, mais je pense que tout cet élément derrière le carrelage est fait en tuiles réfractaires pour être un vrai magasin de chaleur. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'autres sources de chaleur dans ce hall et non plus dans l'atelier attenant, cet atelier duquel l'air du nord vient passer vers le premier étage au sud et où il y a une véritable réflexion sur la circulation de l'air. Je vous ai parlé des caves qui sont extrêmement saines et vraiment sèches. Elles sont très intéressantes climatiquement parlant aussi, puisque en hiver, les caves sont peut-être à 15 degrés, alors que l'air est plutôt extérieur est plutôt à -5, peut-être, à cette époque-là. Et on ouvre la porte de la cave pour faire remonter cette chaleur dans la maison. À l'inverse, l'été, évidemment, cette cave pourra servir de lieu pour tempérer la maison, toujours au cœur de la maison, dans le hall, et faire circuler l'air par ses fenêtres. Le précédent propriétaire, apparemment, avait un ami qui était négociant en vin et qui avait mis ses plus belles bouteilles dans cette cave, parce que c'était une cave avec une température d'une constance extraordinaire. On en vient maintenant à la partie la plus intéressante de ces éléments constructifs et la plus grande surprise au moment de l'étude de ce bâtiment. Vous voyez sur ces plans et sur ce plan et sur cette coupe qu'il y a un système de double mur qui est fait au niveau de la cave. Est-ce que vous arrivez à le voir ou est-ce qu'il faut que je vous explique où c'est ? Vous voyez qu'il y a un petit... il y a comme un doublement du mur avec un vide ventilé à cet endroit-là. Et c'est ce que vous voyez, c'est le trait blanc que vous voyez aussi sur le plan. Ah. Donc en fait, il y a comme une peau extérieure qui est prévue au-delà du mur porteur. Et on n'a plus ça après à l'étage supérieur, évidemment. On s'arrête là. On fait ça au niveau de la cave. On prévoit ça au niveau de la cave, mais pas à l'étage supérieur. Voilà, donc les plans, ici, les plans et les élévations, donc on ne connaît pas la date exacte. On n'a plus malheureusement le dossier du permis. Il a disparu. Ce sont les plans les plus précis, mais ils ne correspondent pas à ce qui a été construit en fait. Voilà, donc ici c'est le plan en gris, c'est le plan qui a été fait maintenant par l'architecte qui est en charge de la restauration suite à l'étude préalable. Et vous découvrez là au niveau de la cave, donc le niveau cave, sous-sol, qu'il n'y a pas en fait ce double mur extérieur, celui que je vous ai signalé en bleu là. Par contre, la grande surprise, ça a été de trouver un double mur ventilé au niveau de l'étage,
Alors là, on n'est plus sur un système de petites pots extérieures, mais sur 2 murs porteurs, autonomes, complètement autonomes, avec à l'intérieur, un petit, pour ceux qui ne voient pas bien, il faut me croire, avec l'intérieur, au milieu, un vide de 10 cm. Et ce, sur les 3 façades, est, sud, ouest, seulement pas au nord. Je vous expliquerai pourquoi après, ou vous avez peut-être compris d'ailleurs, parce que le nord est juste construit à premier niveau et n'a pas de cave, c'est vraiment conçu comme une boîte atelier qui a été posée derrière. Et ce, non seulement au niveau du rez-de-chaussée, mais aussi au niveau du premier étage, sur toute la façade. Et il y a des éléments d'aération, des petites grilles d'aération qui se trouvent en bas et en haut de la façade à plusieurs endroits, avec un système donc, qui fonctionne comme une cheminée, qui fait qu'il y a tout le temps une circulation de l'air, que la façade, le mur extérieur est tout le temps sec, enfin, il n'est pas tout le temps sec, il est mouillé par la pluie, mais il sera séché par l'intérieur, et que le mur intérieur sera systématiquement sec. Alors, sur le principe des murs dits creux, c'est un principe qui existe au XIXe siècle, ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire. Il est souvent mis en œuvre dans les régions dans lesquelles on construit en briques, ou que en briques, justement, parce que cela permet surtout de faire des économies, en réalité. Et donc on fait des constructions qui ont des vides, et à des endroits, les murs sont maçonnés, rattachés par des maçonneries ou par des crochets. Donc avec des systèmes un peu d'alvéoles, en quelque sorte. Ça a une certaine valeur thermique, mais ce n'est pas aussi intéressant que dans notre cas. Et ce qui se passe surtout, c'est que dans le cas du Blumenwerf, on est dans une situation de cheminée et donc pas de thermos, comme ça se fera après la Deuxième Guerre mondiale, de manière presque systématique, enfin beaucoup en Belgique, où on fait des murs doubles qui sont fermés, où on pense qu'on va, comme dans un thermos, garder la température intérieure pour s'isoler. Et en fait, ce sont donc ces ouvertures grillagées qui nous ont permis de découvrir toute cette mise en œuvre qui n'était pas connue ni dans les plans, ni par les propriétaires habitants, parce que, entre autres, il y a des ouvertures, des retours de maçonnerie au niveau des baies et des poutres indépendantes pour l'intérieur et l'extérieur. Donc c'est très très difficile à déceler, même si on remplace la fenêtre, on ne le verra pas. Alors pour vous montrer un détail, voilà, en gros, j'ai pas pris la peine de vous faire un vrai dessin pour faire comprendre, mais j'ai agrandi le dessin du plan, et puis je vous ai mis la façon dont on construirait un mur, un double mur aujourd'hui, avec une isolation à l'intérieur. Et donc vous voyez que ce sont des murs fins, des murs où la brique est positionnée sur son côté court, et en sandwich, une isolation. Dans notre cas, on a un mur comme celui que vous voyez en bas, donc un mur d'une brique, puis 10 cm de vide, puis on a de nouveau ce mur d'une brique. Et c'est absolument génial, et c'est évidemment quelque chose que recommande Corfield aussi. De nouveau, on trouve cette recommandation dans les espaces humides, mouillés. Alors, ce n'était pas vraiment le cas là. C'était une mesure préventive qui est très certainement liée à ce souci d'hygiène et de cet accident familial terrible d'avoir perdu un enfant. Le Blumenwerf n'était pas les pieds dans l'eau et n'était pas sujet à des intempéries terribles. Mais le résultat aujourd'hui est absolument extraordinaire parce qu'avec ces 2 murs porteurs indépendants, seul l'intérieur finalement accueille les descentes de charge, donc celui de l'intérieur et de l'extérieur bouge indépendamment. Et il y a, comme je vous disais, des retours pour les baies, donc il n'y a pas de pont thermique à ces endroits-là. Et le mur intérieur est toujours sec.
L'efficacité thermique de cette maison a donc été maintenant mesurée par rapport à sa consommation réelle et testée par 2 méthodes, celle typique avec la caméra infrarouge que vous connaissez peut-être, et puis celle de la technique de la mise en dépression qui s'appelle aussi blower door. Et il s'avère que cette maison est aujourd'hui classée parmi les maisons hyper efficaces et que cette maison qui a 125 ans est dans un état exceptionnel. Donc ça a été une dépense considérable, donc on ne sait pas du tout pourquoi à cette époque Henri van de Velde en vient à faire une chose pareille, comment il a l'idée de le faire. On la trouve un peu dans l'architecture des hôpitaux à cette époque-là, effectivement, mais je n'ai pas encore réussi à trouver la trace véritablement d'un prédécesseur de cette mise en œuvre. Et pour terminer, et parler de manière un peu plus générale du Blumenwerf, l'histoire a souvent mis cette maison dans l'œuvre de Van de Velde un peu à part, parce qu'elle est trop différente de ce qui suivra immédiatement, et sous prétexte aussi que cette œuvre de jeunesse fut un premier exercice d'autodidacte, certainement sous l'influence d'un entrepreneur. Voilà, c'est comme ça qu'on la décrivait jusqu'à ses récentes études. En 1971, à l'exposition Bruxelles 1900, capitale de l'Art Nouveau, le Blumenwerf est absent. Donc, on ne sait pas très bien, est-ce que c'est vraiment une maison Art Nouveau ou pas? C'est une question, à l'époque, pas du tout résolue. Et cette étude et la restauration, qui est maintenant bien entamée, vont nous permettre de comprendre justement cette singularité au sein de l'œuvre de Van de Velde, comme au sein de son époque. Et derrière cette apparence vernaculaire, romantique, il se cache finalement une maison presque trop bien bâtie, selon des mesures d'hygiène extrêmement modernes, trop fonctionnalistes peut-être pour l'époque, et une façon d'habiter extrêmement en avance sur son temps. Il serait peut-être plus facile de faire un lien avec les idées du Werkbund, du Bauhaus ou de l'architecture du mouvement moderne qu'avec l'Art Nouveau finalement. Et le Jugendstil. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Prisca pour cette belle présentation, très complète, avec la contextualisation, avec beaucoup d'images, avec beaucoup de nouveaux éléments sur la construction de cette maison. Et je pense qu'on a un peu de temps pour une discussion, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser à Prisca, n'hésitez pas. Donc je constate par ailleurs que la salle s'est bien remplie depuis le début. Et pendant que vous réfléchissez à vos questions, je vais peut-être commencer avec une que je me suis posée, puisque tu as dit que dans un premier temps, il avait réfléchi les plans de voile que c'était le sous-sol, enfin, qui devait avoir ce double mur avec cette couche d'air au milieu. Et après, dans la réalisation, donc, tu nous as expliqué, c'était plutôt après le rez-de-chaussée, le premier étage. Est-ce qu'il y a une explication pour ça? Ok. D'accord, puisque c'est probable qu'il a trouvé peut-être la première idée dans ce livre, ou que quelqu'un lui a conseillé de regarder ce livre pour avoir une idée. La deuxième question que je me suis posée, tu n'en as pas tellement parlé, mais j'ai cru comprendre dans mes lectures que c'était sa femme qui s'est occupée du jardin, et que le Blumenwerf, ou peut-être aussi le nom, donc se trouve vraiment au milieu d'un grand jardin richement... Oui, donc le Blumenwerf, en fait, est un mot inventé. Il dit dans son récit autobiographique qu'il l'a emprunté à une maison qu'ils auraient découvert lors de leur voyage de noces. Mais on ne sait pas. C'est un mot qui veut en gros dire le chantier des fleurs ou le jardin des fleurs. Il n'y a pas de signification particulière. Mais en effet, le jardin a été conçu dans toute sa partie sud comme un verger fleuri, extrêmement fleuri, des fleurs qui seront toute leur vie durant source d'inspiration. Donc ici, je ne suis pas rentré dans les détails, je vous ai juste fait le plaisir des jolies choses. Ici, c'est le papier peint qui était dans le séjour,
et qui est inspiré des campanules, par exemple. Donc c'est un début d'abstraction à partir d'une observation de la nature qui est assez intéressante dans ses tout premiers papiers peints qu'il dessine à 4 mains d'ailleurs. Et on ne sait rien, par contre, sur les détails de la conception du jardin. À l'arrière de la maison, il y avait un potager. Et dans leurs échanges, j'ai lu que Henri envoyait à Maria des ouvrages de Vilmorin à Paris. Voilà. Merci. Donc, je vois qu'il y a une question. Et juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en t'écoutant, j'avais vraiment l'impression que peut-être c'est plus une maison à 4 mains qu'à une seule personne, non? Et donc que la part de Maria, elle est un peu... Elle est essentielle, puisque justement, dans les mois de septembre à décembre 1895, Van de Velde est occupé par sa première grande commande, qui est l'aménagement intérieur de la galerie L'Art Nouveau de Samuel Bing. Donc il n'y a absolument aucune chance qu'il ait pu être sur le chantier pendant la réalisation finale du Blumenwerf. Donc voilà, il y a une question. J'ai un doute sur au tout début. Merci de votre présentation. Okay. Vous avez montré des gammes de couleurs. Il y avait une petite fenêtre au tout début. Ça veut dire que l'intérieur de la maison n'est pas que blanc et vert? Non, pas du tout. Il y a plein de couleurs. Donc ça, ce serait le sujet d'une autre conférence. Alors, il y a beaucoup à raconter sur cette maison. Le nombre de couleurs est absolument fou, en fait, qui a été trouvé. Donc, voilà. Donc ça, ce sont les couleurs extérieures. Donc en fait, l'enduit avait une couleur pierre de Paris, virant un peu vers le rose. Et les 2 verts sont les 2 verts des menuiseries. Donc c'est pour ça que je vous ai mis aussi la photo ici, pour que vous compreniez bien ces 2 tons de vert que vous voyez là. On le voit mieux sur la photo noir et blanc finalement, qu'il y a un ton de vert foncé et un ton de vert clair. Et le vert clair est assez gris plutôt. Donc on peut aussi le décrire comme un gris. Et ce sont des couleurs qu'on va retrouver beaucoup à l'intérieur. Ce rose qui est dans le hall, c'est le même que le rose extérieur. J'ai essayé de montrer un petit peu ce que ça donnait. Donc il y a un jeu de couleurs entre le rose, le vert, l'amarante, un petit peu aussi cette couleur opale, on va dire, de la mer du Nord, et toujours des couleurs un peu off. Tout le monde dirait aujourd'hui, ah ouais, c'est des couleurs Farrow and Ball, parce que ce sont des peintres, donc ils n'utilisent jamais des couleurs franches et jamais de blanc. Mais alors que c'est plutôt moderniste, c'est très impressionnant de ce que vous montrez, parce qu'on a l'idée avec le Corbusier que tout est blanc et une couleur au maximum. Alors en réalité aussi le Corbusier n'était pas blanc. On sait ça maintenant, c'est quelque chose qui a été fait au cours des restaurations. Voilà en fait. Oui, mais les maisons en fait il y avait très peu de blanc en réalité. Et quand ça a l'air d'être blanc en réalité, il y a quand même une couleur. En fait. Ah non, évidemment, là on sort du tableau. En fait, là, on sort du tableau et pour moi, le Blumenwerf est un peu une expérience de vivre en 3 dimensions un tableau néo-impressionniste. C'est de vivre cette folie des couleurs, ces vibrations des couleurs de l'intérieur. Oui, il y a d'abord une question dans le fond et ensuite vous, madame. Alors, elle se met très vite au large, hein, et elle est pas très étrange. C'est vrai que là, c'est peut-être à ces photos-là que vous pensez, là, où il y a, enfin, les dessins de... C'est-à-dire qu'il y a
peut-être ça, vous pensez à... Donc là, c'est sa sœur, sa jeune sœur, Alice. Mais effectivement, c'est une robe que Maria a dessinée, et elle dessinera beaucoup de robes, et elle se mettra beaucoup au large, puisque elle va quand même avoir encore 3 autres grossesses, dont seulement 2 enfants. Donc elle a 4 grossesses pendant ces années 1895 à 1900. Et 2 bébés meurent de la même maladie virale, l'érysipèle, et 2 enfants, donc 2 filles survivent. Et elle aura 3 autres enfants par la suite. Donc, de toute façon, jusqu'en 1906, elle est tout le temps enceinte. Donc, elle sera tout le temps en large. Et c'est de toute évidence, voilà, les robes qu'elle conçoit. Et par contre, là aussi, c'est lui qui les signe. En fait, il a tenu des conférences sur la réforme du vêtement féminin et publié sur ce sujet. Toutes les conférences ont en général été publiées. Van de Velde était un très bon parleur et écrivait plutôt bien. Et je pense qu'il y a eu simplement une espèce d'accord entre les deux, de dire si c'est toi, Henri, qui fais la promotion de mes robes, elles auront plus d'impact que si c'est moi. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment cette idée-là, parce que on a la même chose avec un autre couple, le couple Muthesius en Allemagne, qui est dans la même situation, où la femme dessine des robes. Et là, par contre, elle les signe, et c'est elle qui en fait la promotion. Et c'est vrai que ça a moins d'impact, elle est beaucoup moins écoutée que Henri Van de Velde. Pardon ? Fortuny, ah oui, j'aurais du mal à mettre ça en comparaison parce qu'on est dans un autre monde, mais je ne sais pas, je ne peux pas dire. Bon, il y a une question ici au premier rang, et ensuite c'est vous, madame, et ensuite à gauche, et puis au fond. Voilà, super. Est-ce que vous voulez, je peux vous donner le micro d'ailleurs. C'était pour rebondir sur l'histoire du sous-sol. Je ne sais pas, c'est juste une hypothèse. Est-ce que, si j'ai bon souvenir, il y a dans différentes maisons de Bruxelles, à la même époque, je pense notamment à la maison Cauchy, où la cuisine est en sous-sol. Ouais. Est-ce que, dans un premier temps, peut-être que Van de Velde avait imaginé... Absolument pas. Non. Absolument pas. Non, vraiment. Là, on est vraiment sur la conception anglaise, moderne, de dire la cuisine au sous-sol, c'est pas du tout pratique. D'accord. Et mon autre question, c'était est-ce qu'il a renouvelé ça dans d'autres constructions ? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Même dans les maisons bourgeoises, en fait, donc il y aura évidemment une séparation entre l'espace des employés et l'espace de réception, mais elles seront à niveau, elles ne seront jamais au sous-sol. Oui, non, mais je veux dire, ce qu'il a renouvelé, le mur là, avec le vide central. Non, le mur avec le vide central, là, les 10 cm, le double mur. Alors ça, étonnamment, non. J'ai vraiment l'impression... Alors, il existe une maison qui a été détruite, qu'il a faite pour sa sœur et son beau-frère Dubois, avec sa belle-sœur et son beau-frère, la maison Dubois, qui a été détruite. Donc on ne sait pas si peut-être ça avait été fait là, mais plutôt non. En tout cas, on ne voit rien sur les photos. On devrait voir ces petites grilles. La maison qu'il a faite pour sa belle-mère juste à côté n'a pas ces doubles murs non plus. Et les maisons qu'il construit ensuite en Allemagne n'ont pas du tout ce double mur. Donc c'est plutôt étonnant. C'est plutôt un cas unique, une expérience. Et de même que de toute façon, toute cette façon de vivre là, la façon dont, si radicale qui de la conception de la vie dans le Blumenwerf, ils ne l'auront plus après. Ils n'y reviendront que finalement à la fin de leur vie, avec la nouvelle maison qui est aussi à Bruxelles, qui est une maison de 1928. Là, on retrouve de nouveau cette espèce de simplicité de vie, les espaces complètement ouverts. Non, c'est pas celle qui est en face de l'université, là. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est une maison qui se trouve à Tervuren. Une petite maison, beaucoup plus petite. Celle dont vous parlez, c'est l'hôtel de Bott, qui était une double maison qui a été faite pour des frères. On a vu sur le visuel des façades, on a vu des colombages au dernier niveau.
Et je voulais savoir, c'était des colombages factices Oui. ou des, voilà. Oui. Mais était-ce pour sacrifier au style un peu régionaliste? C'était, il y a une raison à ça? Là aussi, c'est vraiment un très très grand mystère. J'ai pas trouvé de réponse en fait à cette question. C'est assez étrange. La seule réminiscence possible, ce serait de penser à ces petites cabanes de plage qu'il affectionnait certainement, qui à cette époque-là étaient des cabanes en roue, qui avaient très souvent des toits comme ça sur la côte belge et la côte hollandaise. Le toit, d'ailleurs, le grenier n'a pas beaucoup n'est pas un espace de vie, n'a pas d'intérêt. C'est vraiment juste un toit sanitaire. Il n'y a pas d'intérêt. Alors moi, ce n'est pas une question, mais je voulais juste vous dire, il y a le fameux traité d'architecture rurale de Louis Bouchard-Huzard en 1858 qui parle des doubles murs en briques, et il a eu un succès retentissant. Du reste, il publie des fermes modèles de Belgique. Et moi, j'ai étudié une ferme en Suisse qui est construite en 1878, je parle suisse, avec ce principe des doubles murs. Alors c'est pour des animaux, mais Louis Bouchard-Huzard explique bien que ça isole, et il parle aussi des fenêtres à bascule. Donc, je pense, je l'ai déjà signalé à d'autres personnes, ça vaut des fois la peine de regarder les traités d'architecture rurale du 19e, surtout celui-ci qui était la Bible. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de détails dans les doubles murs en briques. Merci beaucoup. Mais de rien. Et merci, c'était vraiment très intéressant. Je vous en prie. Oui. Le double mur, pour moi, a deux intérêts. C'est faire une barrière thermique et une barrière hydraulique. Oui, c'est ça. Donc j'ai tout bien expliqué, en fait. Oui, et voilà. Si vous voulez. Si vous pouvez revenir sur l'idée du passe-plat. Revenir. C'est-à-dire, je peux vous le remontrer, mais voilà le passe-plat. Et puis Madame Van de Velde au fourneau. Il est toujours là. Oui, mais il avait été obturé par les précédents propriétaires qui ne l'utilisaient pas. Mais d'un point de vue plutôt sociologique, concernant la vie de tous les jours d'une famille, est-ce que, parce que tu disais qu'il vivait simplement, donc c'était la maîtresse de la maison qui faisait à manger, qui passait le plat par la fenêtre. Donc est-ce que c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps, ou est-ce que c'est plutôt un mode de vie plutôt Alors certainement qu'on là on pourrait certainement chercher justement dans l'architecture rurale ce genre de choses, parce qu'on pourra le trouver, mais évidemment on n'a pas du tout ça dans l'architecture de ville de cette époque-là, l'architecture urbaine, et certainement pas chez des artistes à Bruxelles qui veulent faire une maison qui est une vitrine. Il faut savoir que cette maison est destinée à recevoir les premiers meubles qu'ils dessinent et à les présenter à leurs futurs commanditaires. Ceci dit, il n'avait pas l'intention de devenir architecte. Ça s'est produit avec cette expérience. En fait, il se voyait plutôt comme des gens qui allaient faire... Van de Velde se voyait comme quelqu'un qui allait faire les arts décoratifs et les aménagements intérieurs. Et c'est en faisant l'expérience de cette maison, la maison de sa belle-mère, celle de sa belle-sœur, que finalement il se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. Il le dit d'ailleurs que finalement c'est presque plus facile que de dessiner une robe de femme à partir du moment où on a un bon ingénieur sous la main. Parce que ça, il ne sait pas, évidemment. Donc, Oui, deux choses. À propos du mobilier intérieur, c'est lui qui a conçu tout le mobilier ? Voilà, ce que vous avez vu là, il n'y a absolument rien qui ne soit pas de lui. Il n'y a pas beaucoup, de toute façon. Cette maison est très peu meublée, finalement, et a besoin de très peu de meubles. Deuxième chose, pourquoi il est parti ? Alors, ils sont partis pour suivre leurs commanditaires allemands, en fait. Ils ont, et face à la concurrence quand même assez rude de Victor Horta. Et je crois que ça donnerait lieu aussi à une autre conférence. Tu pourrais revenir nous en livrer pleine de conférences. Oui. Mais là, malheureusement, on doit terminer. Oui.
Et voilà, donc je vous remercie pour vos questions, pour votre présence et surtout Prisca pour cette belle présentation.